Hey, bonsoir, mesdames et messieurs. Et non, ceux qui étaient avec nous juste avant, vous n'hallucinez pas, c'était effectivement de la musique de Noël. On se rend compte qu'on réutilise nos introductions ici à Intention Pédago Numérique. Et justement, nous sommes le 11 février 2025 et bienvenue au 4e épisode de la 4e saison d'Intention Pédago Numérique. Et là, je cherche mon multimédia, il part pas. Bienvenue à Intention Pédago Numérique. Ah, ça, c'est mieux. Donc, ce soir, notre sujet à Intention Pédago Numérique, comment rendre les apprentissages concrets et signifiants pour nos élèves. Belle discussion ce soir qui a été longuement préparée. Vous allez voir qu'il y a du travail derrière cet épisode-là. Aucune pression à mes co-animateurs. Avant de commencer, on vous rappelle que Intention Pédago Numérique est une présentation de l'ACOPS. L'ACOPS, Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales, dont le prochain colloque se tiendra du 15 au 17 avril 2025. Et d'ailleurs, le lancement officiel de la programmation a lieu cette semaine, le 13 février. Donc, ne manquez pas ça. Je serai d'ailleurs sur le panel le 13 février au midi là, pour vous présenter nombre d'ateliers. Sur ce, j'accueille mes co-animateurs et on va commencer par celle qui était là vraiment d'avance dans le panel. Donc, Marie-Hélène Demers. Bonsoir, Marie-Hélène. Salut Sylvain, salut à tout le monde. Ouais, d'habitude, hein, je suis une fille super à l'avance. Et là, 8h moins 1, oh my God. Vite, cherche le lien. Yes. Ah, ben, t'es là, on est content que tu sois là, Marie-Hélène. Moi aussi, je suis contente d'être là. Et on va prendre la moindre parcelle de jus de cerveau qu'il te reste ce soir, hein, même si on sait que tu as eu une très grosse journée. On va ensuite aller chercher la jeunesse. Mathieu Mercier. Hey, je suis content d'être là avec vous ce soir, puis j'ai très hâte de parler de concret dans notre quotidien, donc comment rendre les apprentissages concrets pour nos élèves. C'est vraiment ce qui compte au quotidien, donc très hâte de participer avec vous. Yes, Mathieu is in the house. Et il ne manque que la pétillante Mira Auvergnat. Salut! Comment ça va? Yes. Il va y avoir une tempête cette semaine? Je pense que oui, moi. C'est-tu la pleine lune cette semaine? Je pense que oui, moi. Ouh là là! Yes, il y a de l'énergie. Et ce soir, beau, gros sujet, rendre les apprentissages concrets. Je trouve que c'est vraiment... C'est signifiant, OK? Je pense que ça va rejoindre plusieurs personnes ce soir. Puis là, si vous êtes en train de faire de la correction en vous écoutant, c'est correct, on comprend ça. Si vous êtes en train de faire la formation obligatoire sur la violence, ce n'est pas une bonne idée. Parce que là, faire deux formations continues en même temps, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, avant qu'on commence, puis qu'on se lance dans le vif du sujet, moi, j'ai envie de vous demander, hein, Intention Pédago Numérique, c'est quoi nos intentions? Puis moi, je pense que c'est important de se grounder et de se demander c'est quoi notre intention dans la vie de tous les jours. Mira, toi, tu sais quoi ton intention là, cette semaine ou ce mois-ci? Ben moi, je te dirais qu'on est en fin d'étape. Hein? Donc, j'aime revoir cette intention-là souvent parce que je la propose à des collègues aussi. C'est jason d'apprentissage, jason de progression sans jaser de notes. Parce que probablement que vous allez rencontrer des parents. Les parents pour qui, c'est pas eux autres, le parcours difficile, généralement, c'est les enfants. Hein? Mais bon, des fois, tout est dans tout. Bref. Donc, le parcours n'étant pas toujours évident, mais ça peut être facile de dire « Ouais, en français, c'est difficile. Là. Gars, il y a eu telle note. Ouais. » Mais allons plus loin que ça. Allons plus loin. Rendons cela visible, rendons cela tangible et concret. Tiens, hein? On fait des liens. Tout à fait. Puis justement, que ce qu'on dit aux parents, ce soit signifiant aussi, bien au-delà des résultats chiffrés qui, on va se le dire, ne veulent absolument pas dire grand-chose. Voilà. Monsieur Mercier, vous, votre intention? Trouver une 25e heure dans ma journée. Ça, je cherche... je
Je me dis que d'ici au 28, je devrais être capable, mais pour l'instant, j'y arrive pas. C'est que si vous avez un petit conseil à me donner, je suis preneur. Parfait. Moi, j'ai un conseil, apprendre à dire non. Conseil que je n'applique pas moi-même. Et, Marilyn, toi, as-tu une intention? Attends un peu, faut que je commence par rire de Mathieu. T'étais bien parti cet automne pour être raisonnable. Puis comment ça se fait que t'en veux rien qu'une de plus par jour, une heure? Moi, je n'aurais demandé au moins 10 tant qu'à faire. T'es super raisonnable. Est-ce que j'ai des intentions? Mais j'espère bien que j'ai des intentions. Hey, j'ai un bouton. Excusez, je suis déconcentrée. Le TDAH, à cette heure-là, la médication, ça fait pépé, hein? Je vous dirais que présentement, là, trier dans ma tête toute l'information sur l'IAG. C'est très, très intense. Je bouffe, je prépare les formations. Fait que je pense IA, je rêve IA. Fait que je vous dirais que là, c'est de structurer un peu tout ça. OK, là, tu as le cerveau à spin, Marie-Hélène, là, puis c'est collé ses barres, là, puis là, il faut que tu replaces les affaires, puis tu plies ton linge, là. Ben, tu sais, en tout cas, j'avais pas une bonne résolution, moi, à Noël, du genre avoir un équilibre. Hein, Oui, j'avais la même résolution, puis c'est déjà fini. Là, ça, c'est comme le gym. Là. Ouais, mais tu sais, en fait, j'ai réalisé que c'est à moi de définir mon équilibre. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. L'important, c'est d'être bien là-dedans. Mais non, tu sais, tout ça est là, mais je suis heureuse et je prends du temps quand même. Là, mais c'est beaucoup d'infos, beaucoup de rentrées, beaucoup d'expérimentation, mais j'aime ma job. Je vous aime aussi. Je suis tellement contente de vous voir ce soir quand je pense que j'ai failli arriver en retard. Je vous ai fait peur, hein? Pas vraiment. Et, mais moi, mon intention, j'en ai-tu une intention? Oui, ce mois-ci, là, je regarde mes élèves là, et je pense que je vais sérieusement me mettre à travailler beaucoup plus leur agentivité. Parce que moi, j'enseigne en deuxième secondaire, puis d'habitude, il y a comme une magie des fêtes qui s'opère chez les élèves en deuxième secondaire. Puis il me semble qu'ils arrivent un peu plus matures, puis ils se rendent compte que s'ils ne font pas le travail, ils ne vont pas réussir. Mais là, je pense qu'il va falloir que je prenne le taureau par les cornes, puis qu'on travaille ça ensemble. Là. Il va falloir avoir des discussions courageuses, Mira, puis qu'on se le dise dans le blanc des yeux parce que je les aime beaucoup, là, mais je les aimerais plus travaillant. Fait que, voilà. Ça, c'est mon intention en ce moment. OK. Rendre les apprentissages concrets. Moi, je dois vous avouer que c'est venu... Ce sujet-là m'est venu, puis je pense que Mathieu avait eu sensiblement la même idée, puis on a tout mis ça ensemble. Moi, ce sujet-là m'est venu avec des parents qui m'ont écrit sur mon TikTok de maths, où j'ai fait de l'algèbre, ça l'a décollé, il y avait full de vues, là, 100 000 vues pour une vidéo où est-ce que je fais une résolution d'équation, il faut te le dire, que c'est quelque chose. Et le commentaire qui m'est revenu le plus souvent, c'est « ça sert à rien dans la vie ». Et là, j'ai pensé fort. Puis là, je me suis dit que ce serait vraiment un beau sujet à discuter. Donc, rendre signifiant, parce qu'effectivement, ça n'est pas signifiant pour les jeunes faire de l'algèbre, on en reparlera plus tard. Pour vous, premier segment, quelle est l'importance de rendre signifiant? Pourquoi est-ce qu'il faut rendre concret et signifiant pour nos élèves? J'aurais tendance à aller voir Mira en premier. Oui, bien, moi, je vais expliquer ça de la façon la plus logique, dans mon sens, dans ce que j'observe chez mes jeunes élèves du primaire. C'est vraiment d'être capable de faire le parallèle entre la théorie puis la pratique. Parce que, on va en parler souvent, là, si je donne un exemple, par exemple, en mathématiques, quand on fait des réseaux. Okay? Dieu sait que c'est difficile. On commence ça de bonne heure en plus. Des réseaux de moi dans mon temps, moi, parce que je suis bien vieille. Je n'ai pas souvenir d'avoir fait ça, des grandes situations, problèmes mathématiques, où il y a beaucoup de concepts. Faut tout mettre ça ensemble. Donc, tu sais, c'est de leur expliquer que dans le fond, dans la vie, là, la compétence que tu es en train de développer, là, ben, ça te prend des savoirs pour appuyer ça. Puis, quand tu leur apprends ça, là, trouver le sujet dans une phrase, puis après, tu sais, toutes des affaires palpitantes de même, ils ne voient pas, eux autres, au bout de la ligne, qu'est-ce que ça va leur donner. Fait que des fois, je me lance dans des grandes épopées dans ma classe, puis je leur explique, gars, à quoi ça va te servir. Tu sais, quand tu vas écrire plus tard, tu sais, quand tu vas... Donc, là, ça facilite ta tâche en titi, là, parce que quand tu sais comment écrire tes mots, là, au lieu de chercher à tout bout de champ dans ton dictionnaire, puis ton dictionnaire, puis de perdre la moitié de ton temps là-dessus,
hey, tu développes plus tes idées, tu développes davantage tout ce que tu vas développer autour de ça. Tu vas rendre des idées pas mal plus concrètes, pas mal plus intéressantes à lire. Donc, dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, être capable de faire le parallèle, de leur expliquer, mais c'est pas tout le temps évident. Puis, ils sont jeunes, fait que parfois, c'est difficile, mais je pense que comme prof, on a cette tâche-là de se souvenir, de justement de leur rappeler à quoi ça va leur servir. Dans le fond, comment ils vont pouvoir utiliser ça, puis de le faire en petites étapes, en petits pas. C'est ça que tu dis tout le temps dans ton discours. Tu vas voir, tu vas comprendre plus tard, quand tu vas être vieux, à quoi ça va te servir. Ça se déconnecte facilement. Là. On se souvient que des enfants, ça a besoin que ça soit concret dans maintenant, là, le plus possible, dans un futur très, très proche. Donc, c'est ça. Je pense que de le garder intéressé, c'est de réexpliquer un petit peu à quoi ça peut nous servir, puis aussi de réaliser le niveau de compétence qu'on est en train d'acquérir. De temps en temps, faire un break, puis regarder, hey, crème, regarde, on est capable de faire ça maintenant. Puis à quoi ça nous sert? Ah, ça nous sert à faire ça aussi. Ça nous sert à faire ça aussi, c'est de tisser des liens. C'est de faire des liens dans la tête des enfants, faire comme, hey, regarde, tu te souviens, puis beaucoup de parallèles qu'on fait aussi entre les matières, là, je veux pas au primaire. Fait qu'entre la science, puis les maths, entre l'histoire, puis ensuite, quand je viens faire de l'éthique, même à la limite, parce qu'on va parler de plein de situations qui étaient existantes à une certaine époque, qui n'est plus aujourd'hui, puis pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Fait que tout ça qui, je trouve, est intéressant de faire des liens, mais ça, il faut comme s'arrêter aussi, puis les faire, puis en être conscient, nous, comme profs, que ces liens-là, si on ne les fait pas pour eux autres, souvent, les élèves ne les feront pas par eux-mêmes. Tout à fait. Ça me parlait beaucoup quand tu as dit s'arrêter puis regarder le chemin parcouru, dans le fond. Là. Regardez où est-ce que vous étiez il y a 3 semaines, puis regardez où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'on n'était pas capable nécessairement de faire avant. Ça, c'est parlant pour les élèves aussi. Ah, puis il y a une fierté aussi qui vient avec ça. Mais quand tu gardes des traces comme prof, tu le vois plus facilement. Il faut que tes traces soient parlantes, par exemple. Parce que sinon, faire parler des notes. On revient à la boucle est bouclée. Hey, Marie-Hélène, je pense que. Mais me semble que tu vas faire une belle suite à ça. Ben, en fait, je trouve que Mira elle a fait un super beau tour de table. Moi, je vous dirais que là-dedans, ce que j'en retiens beaucoup, c'est ça augmente la compréhension et la rétention. Puis ça va faire en sorte que ça va, en tout cas, moi, comme apprenant, ça me mobiliserait davantage. Donc, mes jeunes aussi, c'est ce que je voyais chez eux à l'époque. Quand on est capable de rendre ça concret, ça fait plus de sens pour eux. Puis le relier vraiment à la vie courante, là, aussi, autant que possible. Là. Donc, c'est ce qui me parle davantage. Puis, tu sais, quand Mira elle parle de laisser des traces, de constater le progrès qu'on fait, ça aussi, là, tu sais, parce qu'on parle de rendre les apprentissages concrets, signifiants, mais c'est autant rendre notre progression concrète que de rendre concret des concepts abstraits. Là. Moi, je l'ai vu de tous les bords. Là. Donc, c'est super important que les enfants puissent réaliser, les élèves au secondaire aussi, excusez, j'ai encore un petit peu de mon cerveau primaire, mais c'est important pour eux de prendre conscience qu'ils avancent. Même en adaptation scolaire, mes élèves avaient conscience du progrès qu'ils faisaient puis qu'ils avançaient, puis c'est ça qui faisait qu'ils avaient envie de continuer quand ils voyaient qu'ils étaient capables d'en faire plus et plus. Alors voilà, puis c'est sûr que le grand défi, c'est tout le temps quand on a des concepts abstraits que ça devient rochant pour eux autres. C'est particulièrement difficile. Yes. Hey Mathieu, passage au secondaire. Oui, mais en fait, ce qui est super, ce qui est nécessaire en fait pour que les apprentissages soient concrets, c'est que les élèves doivent en saisir le sens, comme Marie-Hélène et Mira ont mentionné précédemment. En fait, il faut comprendre l'intention derrière les apprentissages et le développement des connaissances. Il faut leur dire, voici où nous nous situons au début de la période, voici où nous nous situerons à la fin de la période, voire dans 2, dans 3 périodes, pour qu'ils le comprennent d'abord. Puis, on peut leur demander, mais à quoi ça va te servir cette connaissance-là sur la démocratie athénienne, par exemple? Et là, ils vont lever la main, ils vont dire, hey, ça nous permet de comprendre d'abord c'est quoi la démocratie. Est-ce que la démocratie était complète? Est-ce qu'elle était partielle? Est-ce qu'elle était représentative? Est-ce qu'elle était directe? Donc, de comprendre en fait comment fonctionne la démocratie, comment fonctionne la société, pour qu'ils se disent, OK, donc c'est là que ça a commencé cette première expérience de démocratie et comment moi, ça me permet de comprendre la société dans laquelle je vis. Donc, comprendre le passé pour
à être un bon citoyen fonctionnel dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai une discipline dans laquelle je suis capable de faire beaucoup de parallèles avec des éléments de la vie quotidienne. Donc, ça me permet d'utiliser des concepts sous le prétexte d'enseigner l'histoire qu'ils vont réutiliser et réinvestir dans leur vie quotidienne. Donc, pour moi, je trouve que c'est extrêmement facile, mais ça, il faut le nommer et il faut leur demander pourquoi considèrent-ils que ces apprentissages-là, durant la période ou durant les quelques périodes, seront nécessaires. Donc, de les impliquer dans le processus. Hey, là, vous n'avez aucune idée à quel point Mathieu Thibault vient d'arriver juste au bon moment dans le chat parce que c'est exactement là que je m'en allais, Mathieu. Un apprentissage ne doit pas toujours être utile au quotidien, comme le suggère le fameux mime « Encore une journée sans utiliser Pythagore ». Développer le raisonnement, la prise de décision réfléchie, la résolution de problèmes, c'est un apprentissage en soi. Et moi, c'est là qu'est allée beaucoup ma réflexion dans les dernières semaines. Je pense qu'il y a des disciplines où c'est plus facile de faire des liens avec le concret. Puis peut-être qu'au primaire, par exemple, je prends des mathématiques, il y a beaucoup la numération, on développe le sens du nombre, puis c'est plus facile un peu de rattacher au concret des gens. Cependant, je pense qu'il faut aussi, en tant que société, accepter qu'on développe chez nos jeunes des choses qui vont bien au-delà des concepts. Puis moi, en mathématiques, quand j'enseigne à mes élèves à faire de l'algèbre, je sais que 80% de mes élèves ne vont pas en refaire post-secondaire de l'algèbre de façon stricte, on va le dire comme ça. Mais le développement logique qu'ils ont développé par rapport à ça, la capacité d'abstraction, etc. Donc, je pense que probablement plus au secondaire, c'est important d'être capable de nommer aux élèves ce que je te montre. Ça a une importance pour certains d'entre vous en tant que concept. Mais pour plusieurs d'entre vous, c'est tout ce qu'on développe derrière qui est encore plus important. Donc, qu'est-ce qu'on développe dans ton esprit, dans tes connexions neuronales? Donc, c'est là qu'il faut être capable de faire cette abstraction-là. Puis je pense que jusqu'à un certain point, on a tellement essayé de plaquer que ça, c'est important pour ça. Et à des problèmes en mathématiques, où est-ce que tu achètes 46 melons, puis où est-ce que tu fais des situations, où est-ce que tu veux refaire ta cour arrière, mais que tu as l'apothèse d'un octogone, ça n'existe pas dans la vraie vie. Tu prends ton galant mesuré, puis tu le mesures. Tu comprends-tu? Fait qu'on essaie de plaquer des situations qui ne sont pas réalistes en disant aux élèves, tu vas voir, regarde, ça te sert dans la vie, dans cette situation, qui n'est pas réaliste du tout. Fait qu'il faut aussi être capable d'avoir ces discussions courageuses-là avec les élèves, puis de leur dire, en tant que tel, ça a du sens. On va essayer de te rendre ça concret, mais peut-être pas tel quel. T'sais. Puis je pense que, par exemple, on va penser à. Moi, je suis formé pour enseigner les maths et le français. Je suis une bibite bizarre. Tu sais, quand tu fais de la poésie avec les élèves, c'est zéro parlant pour eux autres de faire de la poésie. Mais quand tu fais de la poésie, tu travailles ton champ lexical, tu vas travailler la rime, tu vas travailler toute la beauté de la langue. Tu développes bien d'autres choses que faire des petits poèmes. Alors que c'est très important de savoir faire des poèmes parce que justement, ça développe autre chose. Fait que moi, mon raisonnement, il allait par rapport à ça. Fait que je crache un peu dans la soupe. Je trouve ça important de rendre des apprentissages concrets, mais jusqu'à un certain point, il faut aussi être capable d'aller au-delà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puis je vous relance sur une autre piste. Marie-Hélène? J'abonde totalement dans ton sens, Sylvain. Parce qu'à la base, là, ce qu'on veut, c'est est-ce que nos élèves soient capables d'appliquer sans comprendre ce qu'ils font, ou on veut qu'ils soient capables de réfléchir, de structurer leur pensée, d'avoir un jugement critique, d'avoir un regard, Tu sais, c'est ça qui est en arrière, là. Tu disais leur logique et tout ça, là, c'est ça qui est important. Moi, je me souviens au cégep, là, quand on faisait nos dissertations, là, tu sais, puis on se disait, ben, pourquoi qu'on fait ça, tu sais, on était en train de travailler, tu sais, notre argumentation, notre façon de penser, développer nos idées, tout ça, mais la dissertation, elle ne me sert plus comme telle, nécessairement, mais tout ce que j'ai gagné en termes de capacité au niveau cognitif, à réfléchir, à développer, à aller plus en profondeur, ça, par contre, ça me sert toute ma vie. Même chose pour les maths, même chose pour tout le reste, là. Puis, tu sais, je pense qu'à travers de tout ça, une des choses, moi, que je retiens beaucoup, c'est de miser sur la créativité plutôt que sur un processus bien canné, là. Tu sais, quand tu parlais de résoudre tantôt, là, ben, tu sais, de résoudre des problèmes, tout ça, là, tu sais, moi, c'est ça qui me parle le plus, là, c'est de dire, ben, j'ai pas envie de te pêcher un poisson pour que tu bouffes, j'ai envie de te montrer à pêcher, genre, tu sais,
c'est ça qu'on souhaite pour nos élèves. Mais des fois, on le perd un peu de vue, par contre. Ben, on est très, très axé contenu, je te dirais, beaucoup plus depuis qu'on a ramené, par exemple, les, euh, les progressions des apprentissages, etc. Là. On a quasiment des listes à cocher à bien des égards, alors que les programmes sont beaucoup plus larges que ça, puis ils visent beaucoup plus un développement global de nos enfants. Mais même comme adulte, Sylvain, Oui. même comme adulte, là, fais juste penser à l'arrivée du numérique dans nos écoles. Qu'est-ce qu'on faisait au début? On voulait tous savoir comment les outils, les applications, ça marchait. On voulait savoir que l'appareil, comment ça marchait. Mais c'est ça qui est important. On a fini par déclencher, mais ça a été long, maudit, de dire, hey, l'important, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? En quoi ça va être une plus-value au service de ta pédagogie et des apprentissages de tes élèves? Ça a été long quand on arrive là. Puis on est un peu dans le même processus là, avec l'IA. Moi, c'est ce que j'observe. On a tendance à s'en aller vers là, puis il faut se ramener par rapport à ça. Fait que c'est une job de société, puis c'est pour ça aussi que c'est un bac de 4 ans qu'on fait. Tu sais, à l'université, c'est ça aussi qu'on souhaitait développer en arrière, mais il faudrait le réinvestir avec nos élèves. Oui, qu'on voulait développer, puis que à certains égards, on a perdu de vue. Moi, j'ai envie de vous demander, comment est-ce qu'on fait ça? Développer le sens du concret. Comment est-ce qu'on déploie ça avec nos élèves? Puis là, on s'était dit, on va parler du comment, puis on va se donner des exemples. Écoute, on peut aller à gauche, à droite. Là. On n'est pas arrêté là-dessus. Mira, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. Là. Ça arrive des fois, je suis sage. Ben, moi, il y a 2 choses que j'avais relevées dans le comment je trouve que mes élèves vont chercher le plus de concret. Fait que, dans le quotidien, voici ce que j'ai remarqué qui était le plus efficace, disons. Puis c'est sûr, ça ne s'applique pas à toutes les sauces, partout, tout le temps, mais quand on l'a de façon relativement ponctuelle, ça fait du bien, puis on dirait que là, ça rend concret les petites graines qu'on a semées partout, là, ça pousse. Un des aspects que ça fait longtemps qu'on a instauré quand même à l'école, puis c'est une orthopédagogue qui était là, qui est partie de sa clinique finalement, c'est de ludifier. Oui, hein? C'est comme ça. On dirait que j'avais peur de dire un autre mot. C'est de rendre finalement, par le jeu, les apprentissages intéressants. Fait qu'être actif dans ces apprentissages, surtout quand on parle au primaire, là, avec les plus jeunes, mais même avec les plus vieux aussi, adorent ça, c'est d'aller chercher ce côté ludique-là. Que ce soit sous forme d'histoire, qu'on fait de l'histoire, évidemment, qu'on rende ça vraiment concret avec eux en le faisant sous forme de sketch, qu'on le fasse sous forme je sais pas, d'atelier quelconque, qu'on le fasse, par exemple, aussi, puis là, tout à l'heure, je vais en reparler un petit peu, mais de jeux de société pour développer, entre autres, les fonctions exécutives, mais plein d'autres choses par rapport à ça. Des jeux, il y en a en maths, il y en a en français, il y en a dans plein d'autres aspects de l'apprentissage. Donc ça, je pense que c'est quelque chose chez les enfants qui vient beaucoup les chercher, puis on décompresse dans ce temps-là. T'enlèves tout l'aspect anxiété, tout l'aspect stress. On n'est pas pantoute dans le « faut absolument que je comprenne maintenant ». On est dans le jeu, on est dans le plaisir, puis crime, t'apprends de quoi pareil? Puis on dirait que ça rentre comme par une autre porte dans ce temps-là. Puis la deuxième chose que je m'étais notée, c'est évidemment de donner du sens à ce qu'ils font. On en a parlé tout à l'heure, on veut que ça soit concret pour eux, puis pour donner du sens, généralement, on dit, faut qu'il y ait une lumière au bout du tunnel. À quoi ça va leur servir, ça? À qui ça va servir? Qu'est-ce qu'on va faire là? Qui est-ce qui va utiliser ça, Mme Mira? Qui est-ce qui va le voir? Puis encore plus aujourd'hui, en 2025, on sait que nos élèves ils aiment ça là, quand ils ont un public, quand ils vont pouvoir le montrer, pas juste à leurs parents, mais que ça va avoir un impact aussi ailleurs, que ce soit à l'école, que ce soit un groupe d'amis spécifiques qui vont pouvoir profiter de ce qu'ils vont avoir fait comme projet, parce qu'ils ont fait des affiches dans l'école, parce qu'ils ont écrit des petites histoires, puis que les parents viennent les lire, les grands-parents viennent les lire. Donc, tout ça, puis on en entend quand même parler dans les écoles, les ateliers d'écriture, tout ça, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on va chercher, c'est la capacité finalement à rendre quelque chose de concret, mais accessible pour les autres, puis à avoir une portée qui va bien au-delà de l'apprentissage qu'ils ont fait, puis bien au-delà de juste la classe. Donc, ce qui est le fun là-dedans, c'est que, vu qu'on est intention pédago numérique, pour rendre
tout ça concret. Puis pour l'emmener ailleurs, ben, on a des supports numériques qui peuvent être super intéressants aussi. Tu sais, de créer une plateforme ou un site web ou d'enregistrer des balados. Tout à l'heure, on va s'en reparler aussi pour un de mes projets coup de cœur que j'aime faire à toutes les années encore. Puis c'est ça, de développer chez l'enfant l'espèce de sentiment de, pas juste d'efficacité, pas juste le fait d'avoir accompli quelque chose qui nous a servi, mais de fierté aussi, puis de sentir qu'il appartient à cette communauté-là d'apprentissage qui est très, très large, là, qui n'est pas juste l'école puis ses amis, là, que ça va bien au-delà de ça. Tu sais, c'est l'école, ça peut être tout le monde dans ce milieu-là, ça peut être c'est les parents aussi, c'est ça. Donc, ça peut ratisser super large, puis c'est là qu'on a vraiment un impact, puis que les jeunes vont se souvenir de ce qu'ils ont fait, même si parfois ils ne se souviennent pas de tout ce qui sous-tend ça, de tout ce qu'on a vu, puis qu'on a dû construire avant comme apprentissage pour être capable de se rendre là. Et c'est ça qui est la beauté, c'est un peu la magie là-dedans, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont appris plein d'affaires pareilles. Commentaire de Geneviève. Le jeu crée une empreinte affective qui cristallise davantage les apprentissages en mémoire à long terme. Mon Dieu, c'est tellement mieux dit que moi. Merci Geneviève. Puis un petit mot de notre fan numéro 1, Sean Ali, qui dit Ah, ma façon préférée d'apprendre, c'est quand je peux associer un apprentissage à une situation réelle. Être en action aussi, le faire plus qu'une fois pour que je puisse vérifier si vraiment j'ai compris. Ah oui. Les élections présidentielles, j'ai vu. C'est vrai, j'ai comme... J'ai un petit peu raccourci. Oui, vraiment, tout à fait. C'est si bien dit. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. C'est pas oublier qu'on apprend pour le plaisir d'apprendre. Puis si on cultive ça, qu'on apprend parce qu'on aime apprendre, parce qu'on réalise à quel point le cerveau il est puissant puis il est capable d'aller loin, bien là, on crée quelque chose, on crée des machines, bien pas des machines, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, on crée des apprenants à vie là, pour pas être cucu un peu, là, mais c'est un peu ça pareil. Hey, j'accroche aussi sur le commentaire de Eric. J'aime beaucoup. Est-ce que vous me direz si vous connaissez? Ludification, c'est un de mes dadas présentement. Déclencher l'état de flow, c'est vraiment wow. L'état de flow, je veux qu'il développe. Ouais, l'état de flow. Eric, il faut que tu nous expliques c'est quoi. Eric. Moi, je vais tenter une explication parce que c'est quelque chose auquel je me suis attardé à un moment donné dans ma vie. Le flow, c'est un petit peu sur le concept des jeux vidéo, je vous dirais. Tu sais, quand tu fais un jeu vidéo, tu joues à un Mario, là, le niveau de difficulté augmente tranquillement, pas vite. Et finalement, tu t'appropries les contrôles, tu t'appropries les différentes techniques. Le niveau de difficulté augmente. Puis le jeu est fait de belle façon, de façon à te garder dans un état où est-ce que tu te sens compétent à vouloir continuer. Fait que quand tes jeunes sont capables, dans un mode de ludification, de se sentir toujours compétents et de vouloir se dépasser et d'aller toujours plus loin parce qu'il y a des compétences, ben, c'est vraiment super stimulant pour eux autres aussi. Fait que je ne sais pas si c'est exactement ça qu'Éric voulait dire, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Ouais, je comprends, c'est vrai. Je me suis essayée avec ChatGPT, voulez-vous savoir ce qu'il me dit? Oui, vas-y. L'état de flow ou l'état de flux Mm-hmm. est un état mental optimal où une personne est complètement immergée dans une activité avec une concentration intense, une perte de la notion du temps et une sensation de maîtrise et de plaisir. C'est ce moment où tout semble cliquer, où l'on est absorbé par ce que l'on fait au point d'oublier le reste. Moi, je trouve quasiment ça poétique. C'est magnifique. C'est la même chose qu'Éric nous a écrit. Éric, merci, chers collègues. Quelle belle parole. Bref, ça, c'est comme quand moi, qui suis totalement TDA, mais c'est quand je tombe en hyper concentration. Oui, on fait ça. C'est exactement ça. Mais ça, on se rattrape pour toutes les fois où on n'a pas été très productif parce qu'on était trop dissipé. Oui, comment ça se fait que c'était pas de même la semaine dernière? Fait que tu vois, les deux concepts se rejoignent. Hey Mathieu, toi, comment est-ce qu'on fait pour rendre les apprentissages concrets? Ben, d'abord, je prends le temps de souligner la part de Mira dans cette discussion parce que ça fait du bien à entendre. C'est vraiment un très beau message, un très beau plaidoyer aussi pour l'éducation. Je dirais que c'est un très beau discours pour démontrer à quel point les enseignants peuvent être significatifs pour les élèves par leur manière justement de les influencer positivement puis d'en faire des apprenants à vie. Donc, d'abord, je prends le temps de souligner ceci. Deuxième, je vais répondre à la question comment on peut le faire pour rendre les apprentissages concrets. C'est surtout en permettant aux élèves de mettre en application les connaissances et les compétences qu'ils ont acquises en classe, mais de les mettre en application, pas uniquement dans un examen, sur une feuille de papier, etc., mais surtout de le mettre en application dans des situations concrètes. Je vais vous donner quelques exemples ici, puis
vous allez comprendre là où j'amène mes élèves à rentabiliser, de réutiliser les connaissances et compétences et connaissances acquises en classe. Donc, on travaille le territoire énergétique. On travaille le concept du développement durable en classe. Donc, comment, par exemple, aménager un territoire énergétique. Les élèves sont amenés à travailler dans Minecraft et doivent discuter avec des membres de la communauté, autochtones ou non, discuter avec des représentants d'Hydro-Québec et discuter avec des environnementalistes. Ils doivent prendre tous ces éléments en compte pour prendre les meilleures décisions possibles sur le terrain pour respecter le développement durable. Donc, ils vont réutiliser toutes les connaissances acquises en classe et leurs compétences, vont déterminer le coût d'option, vont discuter entre eux, débattre pour finalement prendre une décision concrète comme s'ils étaient véritablement des employés d'Hydro-Québec, par exemple. Donc, de discuter avec les communautés locales, communautés autochtones et ainsi de suite. Ça peut être la même chose avec les îles Galapagos, dans le territoire protégé, par exemple. Ils vont devoir respecter la biodiversité unique de cette île, tout en favorisant le tourisme. Donc, quel genre de tourisme est-ce qu'on souhaite sur l'île? Qu'est-ce qu'on peut faire comme aménagement? Et ainsi de suite. Donc, ils vont encore une fois chercher leurs compétences, leurs connaissances, et vont les rentabiliser dans un jeu sérieux comme Minecraft Éducation. Je pars loin, j'ai beaucoup d'idées. On peut également travailler différents concepts avec le territoire métropole. Donc, le territoire métropole, on parle de densité urbaine, on pense étalement urbain, on pense à concentration de services, concentration de lieux de pouvoir. Pourquoi pas utiliser un outil numérique comme Icogramme, qui est un plan isométrique où l'élève va bâtir sa ville tout en illustrant certains concepts. Donc, moi, j'ai choisi d'illustrer le concept d'étalement urbain. Voici comment je le fais. Concentration de modes de transport en commun, par exemple. Donc, l'élève est capable de mettre en application les concepts qu'il a vus pour illustrer sa ville du futur. Donc, il pense à l'aménagement urbain, il pense à comment il voit le monde, donc côté créatif, côté très humaniste de la chose, tout en démontrant sa compréhension des concepts. Qu'est-ce que ça nous donne comme enseignant? On est capable de leur donner de la rétroaction en temps réel parce que l'élève est en créativité, est en réinvestissement de ses connaissances et de ses compétences. Si on va plus loin que ça, deuxième secondaire, territoire patrimonial. Donc, je parle beaucoup de géographie ici, mais l'élève va devoir discuter sur le Vieux-Québec. Est-ce que le Vieux-Québec, c'est un sujet polarisant? Il l'a déjà été, il l'est aussi avec la question du tramway, avec la question d'un possible troisième lien. Donc, je demande aux élèves, est-ce qu'on doit moderniser le Vieux-Québec ou on doit le préserver dans son état actuel? Donc, ils vont chercher des positions des acteurs, ils s'intéressent sur le sujet et débattent de cette question. Donc, prennent position sur un enjeu qui pourrait les toucher plus tard. On ne sait pas où ils vont habiter, par exemple. Donc, c'est quelques-uns des exemples que je fais en classe qui me permet d'amener l'élève à comprendre pourquoi je leur parle du Vieux-Québec, pourquoi je leur parle de concept, pourquoi je leur parle de Montréal comme d'une métropole. On habite à Rivière-du-Loup. Qu'est-ce que j'en ai à faire de Montréal, par exemple? Donc, l'élève va me répondre ça. Moi, je vais rester ici, je vais rester dans les terres, je vais avoir ma ferme. OK, mais pense plus grand que ça. Comment toi, tu vois le développement de la ville? Justement, tu as une ferme, tu es sur un territoire agricole. Comment tu vois le développement de la ville? Est-ce que c'est bien que la ville s'étale, donc empiète sur les terres agricoles? C'est un enjeu qu'il va vivre au quotidien. Donc, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas les impliquer là-dedans et de voir de manière concrète et significative leur compréhension de ces concepts ou de ces compétences ou de ces connaissances? En fait, je ne sais pas si ça transparaît ce soir, mais j'adore enseigner. J'aime vraiment amener mes élèves à se dépasser, à être créatifs. Puis c'est beau à voir parce que on est capable de mettre une image, on est capable de mettre un son, on est capable de mettre un audio, on est capable de voir une production numérique rapidement. On est capable de le voir où ils se situent et voir leur progression. Est-ce qu'on aurait pu le faire avec une évaluation papier en leur posant différentes questions d'opération intellectuelle? Je ne crois pas. Donc, parfois, aller plus loin comme ça, oui, c'est énergivore, oui, ça demande du temps, mais c'est ô combien pertinent sur le plan pédagogique. Est-ce qu'on a entendu la passion? On l'a entendu, la passion. J'espère. Marie-Hélène, c'est toi ou c'est moi? C'est moi. OK, parfait. On va y aller en maths, hein, parce que les maths, c'est pas toujours plate.
Comment est-ce qu'on rend ça vivant? Comment est-ce qu'on rend ça parlant, les maths? Je pense que première des choses, il faut se rendre compte qu'on a des maths dans la vie de tous les jours. On peut partir d'images qui vont venir faire du sens pour les élèves. Des images, par exemple, un bocal. Estimons combien il y a de billes dans le bocal, par exemple. Fait que, tu sais, au niveau primaire, on va pouvoir peut-être faire une estimation qui va être plus grossière. Au niveau secondaire, on va être capable d'aller mesurer. On va être capable d'aller, par exemple, mesurer le volume de notre cylindre, le volume de nos petites sphères, puis essayer d'évaluer combien il peut en rentrer. Là, bien entendu, il faut tenir compte qu'il va y avoir des espaces vides, etc. Donc, on va avoir des discussions là-dessus. Partir de des représentations dans les médias qui sont souvent pas très, très représentatives, des diagrammes, etc., qui vont être très parlants pour les jeunes. Là, en ce moment, c'est clairement qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire des choses dans mon dos qui vont juste me déranger. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Partir de des situations et demander aux élèves, par rapport à ce que tu connais déjà, comment est-ce que tu ferais pour trouver telle mesure? Je pensais entre autres aux toutes les activités, les maths en 3 temps. Je ne sais pas si vous connaissez les maths en 3 temps, ma gang. Mathieu, clairement pas. Mira, oui. Marie-Hélène, connais-tu? Donc, maths en Les maths 3 en 3 temps, temps, c'est malade. c'est malade. C'est Donc, c'est très des fun. activités. Bien, il y en a qui existent, qui sont déjà très faites, mais on peut en créer aussi. Et le but, c'est de vraiment mettre les élèves en action à partir de, par exemple, d'une énigme. Je pense à une situation, par exemple, tu vas avoir un enseignant qui va essayer de mesurer la diagonale qui part d'un coin de la pièce au coin opposé de la pièce. OK? Et ça peut se faire par appliquer la relation de Pythagore, tu sais, le fameux Pythagore, mais on peut l'appliquer 2 fois, tu sais, pour faire Pythagore sur un côté, pour trouver la diagonale d'un mur, et après ça, l'appliquer ensuite pour trouver la diagonale, supposons, d'un solide qui serait un prisme. Les jeunes ne l'ont pas vu tel quel. Ils ont probablement déjà vu Pythagore, mais ils n'ont jamais travaillé dans un solide. Et là, quand on veut développer chez nos jeunes ce concept-là en 3 dimensions, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste représenter l'enseignant, par exemple. Je pense à la vidéo, je l'ai encore en tête, où est-ce que l'enseignant il mesure la hauteur de sa pièce, il va mesurer la longueur de sa pièce, il va mesurer la largeur de sa pièce. Puis on le voit tendre une corde bien tendue d'un coin de la pièce, coin inférieur gauche, posons, au coin supérieur droit. Puis là, on se demande, mais combien ça mesure? Puis on laisse ça de même, puis on laisse les jeunes. On laisse les jeunes jaser, puis on cherche la solution. Puis on envoie les jeunes dans cette situation, puis on leur dit, tu as tous les outils. Maintenant, trouve la solution. Puis c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse de la part des élèves par rapport à ça. Puis oui, ils vont faire des erreurs, puis c'est pas plus grave que ça, mais ils développent beaucoup en faisant ça lorsqu'on leur donne confiance. Je pense entre autres à des situations que je n'ai pas pu faire cette année. Moi, quand je fais de la trigonométrie, je ne sais pas si vous vous souvenez, sinus, cosinus, tangente, c'est pas très, très parlant. OK? Faire la trigonométrie, là, Mira, elle a peur quand je dis ça. Mais tu sais, la trigonométrie, c'est excessivement lié à tout ce qui est l'arpentage, tu sais, l'arpentage géomètre. C'est vraiment super lié. Puis moi, à l'époque, ce que je faisais, j'étais au début de ma carrière, je me demande si je n'étais pas en stage. On était sortis dans le village, puis on essayait de trouver c'était quoi la hauteur de l'église. On voulait mesurer l'église. On n'y a pas accès. On ne va pas grimper pour aller mesurer avec un galon mesuré. Fait que là, on avait des triangles avec des angles, puis on s'en servait pour faire une mire. Là, il faut que je vous fasse le geste, ceux qui nous écoutent en audio. Là. Fait que pour essayer de viser avec notre petit viseur puis notre angle, le toit, ben, le bout du pignon, on appelle ça une croix, du clocher d'église, pour essayer. Puis là, on prenait nos mesures avec un galon mesurant, on était à quelle distance de l'église, puis essayer de faire des rapports pour résoudre ça par trigonométrie. Bien, les jeunes avaient vraiment adoré ça, puis étaient vraiment investis. Puis oui, c'est chronophage dans un premier temps. Puis on a l'impression qu'on perd du temps. Mais au final, on est tellement gagnant dans le temps parce que les apprentissages sont plus concrets, sont plus parlants, puis les jeunes sont capables de faire les liens par la suite. Quand on sort du cahier, bien entendu. J'aurais envie de vous lancer sur d'autres choses en mathématiques. Moi, souvent, on s'était donné comme défi de comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour rendre les apprentissages concrets. Mais moi, souvent en maths, on me dit, on ne parle pas assez d'économie en maths. Hein? Ben moi, je vais faire un petit lien. Là. Tu sais, Excel, là, ou Sheets, on ne fera pas de jaloux, là. C'est plate, là, Excel, c'est plate Sheets, les tableurs en général, mais c'est tellement de beaux outils pour développer plein de compétences, puis c'est tellement utile dans la vie de tous les jours, dans toutes les entreprises. Bien, ne serait-ce que je regarde une progression, je regarde avec mes élèves ce que je pourrais faire. Bien, en première secondaire, on pourrait se faire un budget pour aller à l'épicerie.
puis réajuster des choses en cours de route. Puis tu sais, j'ai oublié de vous dire, finalement, les bananes ont changé de prix. Il ne reste plus des bananes qu'on avait prévu de prendre. Ça va être des bananes équitables, finalement, qui coûtent 2 fois le prix. Puis, finalement, le jus d'orange, on n'en achète plus parce qu'on est en train de boycotter des produits américains. Fait que vous me remplacez ça pour d'autres choses. Fait que, tu sais, les prix vont changer, les quantités vont changer, puis les jeunes vont avoir à réajuster leur tableau, calculer des taxes, calculer des rabais. Donc, ça peut être vraiment super intéressant de travailler ça dans Excel. Puis, quand tu travailles dans Excel, tu es en train de développer aussi la notion de variable parce qu'un tableur Excel qui a été bien paramétré, ben, ça reste que c'est des formules mathématiques, c'est des variables. Fait que quand on travaille ça avec nos jeunes, on va plus loin. On est capable, par exemple, en deuxième secondaire, on est facilement capable de parler de rapport d'impôt, de revenus, de strates d'imposition. On est capable de parler de ça dès le deuxième secondaire avec les élèves. Puis en troisième secondaire, on peut commencer à parler d'investissement même. Fait que, et tout ça à l'aide de logiciels aussi simples que Excel. Puis là, Mira a fait une phase de dégoût, mais ça reste que c'est concret. Moi, je shotgun la discussion après pour que le monde qui sont en train de saigner du nez s'en remette, là, parce que... OK, Marie elle me fait des gros signes. Je laisse parler Marie, mais après, il faut que je vous parle de projets concrets, compréhensibles. Sylvain, sérieux. Oh my God! Ça me parle. Hey, là, il faut que je fasse une confession aux gens qui nous écoutent pour commencer. Tout d'abord, à 19h ce soir, je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais dire sur le sujet. J'avais le cerveau Angelo surchargé et c'était buggé là. Puis d'habitude, là, je me mets à écrire puis ça finit plus. Puis là, plus d'idées. Et je suis allée jaser avec ChatGPT pour lui demander un peu de m'inspirer. Et ça a fini par sortir. Où c'est que je voulais en venir avec ça, non? Je m'en souviens plus. Je dis que Christine nous dit que oui, en sciences, on peut faire des calculs d'erreurs et programmer avec les formules du tableur. Et je suis totalement d'accord avec Christine. As-tu trouvé ton sujet? Hey, là, j'ai oublié où est-ce que je m'en allais, mais ça me parlait vraiment ce que tu disais par rapport au tableur, puis notre amie Brigitte Louise dit que c'est sexy, les tableurs. Moi, quand j'ai réalisé tout ce que ça pouvait faire à Tabac, j'ai commencé à triper ma vie. Alors, de mon côté, bon, premièrement, là, je veux revenir sur le comment. Le jeune homme qui te suit, Mira, dont je ne me souviens plus du nom, lui, il a tout catché, hein, se mettre en action. Tu auras bien beau lire toute la théorie du monde. Encore, tu peux aller plus loin que ça. Mais oui, c'est un enfant extraordinaire qui nous écoute et nous suit et dont on peut s'abreuver de ses paroles parce qu'il est pas mal wise. Ouais. Fait que vas-y, mais tu auras beau suivre toute la théorie du monde, faire toutes les lectures, ça ne pourra jamais être concret tant que tu n'auras pas mis main sur les touches, tant que tu ne l'auras pas appliqué. Puis c'est comme ça que tu vas continuer d'apprendre, de développer ta compétence. Là, suggestion d'activité. Bon, là, je fais le pont avec Sylvain, puis après ça, je m'en vais vous parler de mon coup de cœur, là. Mais tu parlais de maths, que c'est plate, de rendre ça concret, l'économie, nanana, là. Ma fille est en secondaire 3 et elle nous est arrivée vendredi soir avec son ordi, tout énervée. Il fallait qu'elle ouvre son ordi en arrivant. Parce que là, ils sont en train de faire une simulation boursière avec Cyrano. Et elle tripe sa vie. Là, ils ont comme une espèce de budget, là, un montant d'argent. Puis, écoute, là, elle a même réussi à mobiliser son frère. Là, ils ont suivi ça. Puis, qu'est-ce que j'ai investi, blablabla. J'ai tellement trouvé ça beau, là. Fait que ça rend concret. Sinon, avant de parler des idées j'ai vraiment eu des échanges d'idées super intéressants en poussant ChatGPT, mais avant, il faut que je vous raconte que je suis allée visiter il y a à peu près 2 semaines l'école Madeleine Bergeron, qui est dans la région de Québec. C'est une école suprarégionale spécialisée en déficience motrice et organique, mais les élèves ont aussi parfois, là, ils ont plein d'autres comorbidités, puis il y a même de la déficience. Et j'ai eu le plaisir de m'asseoir dans une classe du secondaire, parce que là-bas, c'est de 5 à 21 ans. Dans une classe, en fait, il y avait 2 groupes de secondaire dans la classe, DI moyenne. Et ils étaient en train de travailler avec Canva et l'intelligence artificielle pour générer des images. Ils avaient composé un récit tous ensemble. Et là, l'enseignante en avant ils avaient déjà commencé. Et là, ils voulaient générer des images pour illustrer leur histoire qu'ils allaient par la suite offrir aux plus jeunes de l'école pour qu'ils puissent l'écouter.
Et là, générer des images, quand tu veux en générer une pour illustrer ton texte, c'est relativement facile. Mais quand tu veux en générer plusieurs pour illustrer plusieurs parties de ton texte sur plusieurs pages, mettons, là, tu as un challenge. Parce que là, il faut que tes personnages se ressemblent. Et c'est là que j'ai vu toute la puissance de rendre les apprentissages concrets. Et c'est hallucinant la qualité de réflexion cognitive qu'ont eu ces enfants-là dans leurs échanges sans s'en rendre compte. Ils devaient... La première image se crée, mais là, il faut que la deuxième ressemble. Fait que le personnage principal était une jeune fille qui était en fauteuil roulant. Bon, blablabla, puis là, il la décrivait. Dans la deuxième image, là, il faut qu'elle se ressemble. OK, fait que là, il faut reprendre ce qu'on a choisi. Il faut ajouter des précisions. Puis là, ils sont allés décrire, tu sais, quand on parle du portrait, là, la description physique, les aspects physiques, psychologiques des personnages, il fallait qu'il ait poussé là-dedans, là. Il fallait qu'il ait justifié pourquoi il était habillé comme ça. Et là, c'est pas cohérent parce que là, lui, il a une camisole, puis on est en hiver, c'est le jour de la Saint-Valentin. Oui, mais il est peut-être sportif, sa veste est peut-être ailleurs sur une autre chaise. Tu sais, il y allait avec leur réflexion, mais à chaque fois qu'ils avançaient dans les images, ils devaient analyser puis voir comment ils allaient réajuster leur requête pour que l'image soit la plus précise. Et en générant 4, ben, ils devaient choisir, analyser, argumenter entre eux. Moi, j'ai trouvé ça de toute beauté, là, honnêtement. Puis, tu sais, on était vraiment avec la déficience également, là, fait que, tu sais, c'est pour tout le monde, puis c'était épouvantablement concret pour eux, là, cette activité-là. Donc, ça a été un gros coup de cœur, une grosse révélation pour moi il y a quelques semaines. Sinon, dans ma jardiette avec notre outil d'IA, je trouvais ça super important. Il nous suggérait des simulations interactives, oui, mais des expériences immersives avec de la réalité virtuelle, entre autres. Dans les simulations, mais tu sais, ils ont parlé, il a relevé beaucoup GeoGebra, Desmos, en sciences, là, des laboratoires virtuels pour venir rendre concret certaines choses. Je trouvais ça super intéressant aussi. Des visites virtuelles de musées, c'est là aussi. Donc, il y avait quand même des petites choses qui me parlaient à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs façons. Des fois, il s'agit juste de questionner un peu. Hein. Puis l'IA, on se dit, faut pas que ça le fasse à notre place, là. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est justement d'argumenter puis de re-questionner avec l'IA pour le pousser, voir jusqu'où on va. Donc, ça peut nous inspirer. Et dans mon cas, ben, c'était de mettre en action. Moi, j'arrive en IA, hein, vous le savez, on avait eu une belle rencontre au début. Je pense qu'on était au mois d'août encore, hein, sur l'IA. Puis pour moi, c'était tout nouveau. Et là, tu sais, de la théorie, j'en ai mangé, là. Mais quand je vous dis qu'il n'y a rien comme de se mettre en pratique, c'est là que ça rentre, puis que les liens se créent et tout ça, puis qu'on pousse, qu'on voit le réel potentiel, puis tout ce potentiel-là devient concret et accessible. Là. Donc, manipuler d'une façon ou d'une autre. Moi, ça va être beaucoup. Les élèves aussi, je le voyais. Puis on le dit aussi, hein, j'avais une discussion, je vais faire un détour, mais je reviens, Marie-Hélène. Premièrement, on dit qu'il ne faut pas que l'intelligence artificielle fasse à notre place. Non, mais elle va faire des choses à notre place, mais nous, on développe d'autres choses en l'utilisant. Hey. Au final, il y a un travail intellectuel qui se fait quand même, mais ce n'est pas le même. Tu parlais tantôt d'algèbre, puis là, tu dis qu'il ne faut pas que ça fasse le travail à notre place. Mon fils, tantôt, avait un travail d'algèbre à faire. Et c'était loin dans ma tête, les amis. Oh, t'as peu. Ouais, OK, à t'as peu. J'ai ouvert un robot conversationnel spécialisé pour enseigner les maths, conçu vraiment pour les jeunes. Puis, j'ai pris une photo de son devoir, puis là, je lui ai dit, OK, là, j'aimerais ça que tu nous expliques étape par étape comment résoudre le premier numéro, pour que je réactive ma mémoire et tout ça, mais en même temps, pour qu'on puisse décortiquer. Et là, ça s'est vraiment super bien fait. Et là, avec mon garçon, je lui dis, regarde, là, c'est pas la réponse qui est au bout qui est importante.
c'est toute la démarche. Puis tu essaies de la comprendre. Puis que si tu ne comprends pas telle intervention, tu demandes de clarifier. Mais c'est toute ta réflexion qu'il y a derrière qui te permet d'apprendre. Fait que c'est ça l'IA, en fait. Il faut savoir l'utiliser de la bonne façon. Et on revient à nos apprentissages de surface versus développer notre cerveau, notre capacité à réfléchir, la pensée critique et tout ça. Puis ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est par rapport avec l'IA, puis ce que je disais à mon fils, c'est ça, c'est que dans la compétence numérique, là, on l'a échappé avec nos élèves aussi, avec nos enfants. Puis nous, on a le problème de consommation passive dans notre société actuellement par rapport au numérique, les réseaux sociaux et tout le reste. Beaucoup, beaucoup trop d'usage passif, mais pas suffisamment d'usage où on va être en collaboration, en co-création, etc., etc. C'est là qu'on va amener les élèves. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est hyper important de rapidement travailler l'IA avec les jeunes. Travailler l'IA, la littératie sans l'IA et la travailler, qui mettent aussi les mains sur les touches pour qu'on développe les bons réflexes tout de suite en partant, plutôt que de les laisser aller là-dedans et de développer les mauvaises habitudes. J'ai un petit peu divagué à côté, une petite affaire. On t'aime quand tu divagues un petit peu. Passionné. C'est super. Hey, gang, j'ai envie de prendre... est-ce que vous aviez encore du crunchy par rapport à comment rendre concret? On va aller voir Mira, Mathieu, puis après ça, on va faire une petite pause publicitaire aussi parce que j'ai oublié quelque chose en début d'épisode. Je ne suis pas fier de moi. Vas-y, Mira. Oui, je fais ça rapidos parce que je vois le temps qui avance puis je veux que les gens puissent profiter de leur soirée, mais ils sont avec nous puis ils aiment ça. Hein? Moi, il y a des choses que je m'étais notées que j'ai faites en classe puis que ça a été des gros coups de cœur puis que j'ai trouvé que ça avait été vraiment porteur de sens pour les élèves. Le premier projet que je refais à toutes les années, c'est nos balados entrevues avec des membres du personnel de l'école. Je pense que j'en avais déjà parlé dans d'autres balados, mais ça, là, c'est vraiment du bonbon. Tu sais, les enfants vont préparer des questions d'entrevue, premièrement. Là, on va travailler sur le français, puis des questions qui se répondent par autre chose que oui puis non. Puis on va travailler aussi sur l'écoute active, être capable de se renchérir sur une idée, être capable de re-questionner la personne, de s'intéresser, de l'écouter comme il faut aussi, puis d'aller au-delà de « ça fait combien de temps que tu es à l'école? C'était quoi ta matière préférée à l'école avant? » Fait que tu sais, on va plus loin que ça un petit peu. Puis ensuite, ben, c'est difficile sur une plateforme, puis là, ben, c'est partagé à la communauté. Fait que n'importe quel parent dans l'école peut venir aller écouter ça, écouter des entrevues qui ont été faites avec des profs de l'école, puis, tu sais, avec qui on développe un petit peu plus loin que ce que généralement on connaît du prof. Donc, je trouvais ça vraiment le fun. Ça, c'est... puis les enfants trip faire ça, puis sont tellement fiers d'eux aussi. Deuxième chose, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, les jeux des fonctions exécutives. J'avais participé à un projet de recherche pour, dans le fond, on leur enseigne vraiment là, les fonctions exécutives, comment ça fonctionne, puis c'est quoi les bonnes stratégies à utiliser, par exemple, pour être capable d'utiliser ta mémoire à court terme de façon la plus efficace possible, comment la gestion des émotions, l'anticipation. Cette semaine, on est là-dedans, puis c'est tellement fun. Puis, ben après ça, on pratique, mais avec des jeux qui viennent travailler ces fonctions-là. Fait que cette semaine, par exemple, mes élèves, on voyait l'anticipation, être capable de prévoir c'est quoi qui s'en vient, puis comment je vais bien me préparer à ça. Puis, on joue à Camisado. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, c'est de la bombe. Ça ressemble à un jeu d'échecs, si vous voulez, mais en beaucoup plus simple. Les parties peuvent être très, très courtes. Mais dans le fond, le but, c'est de déplacer tes tours. Il y a c'est un gros échiquier avec des couleurs. Fait que, mettons, je déplace ma tour rose sur la case orange. Ben, l'autre joueur doit jouer sa tour orange. Le but étant d'emmener le pion, une de tes tours, en fait, sur les cases adverses. C'est vraiment super simple. Donc, les enfants là, comprennent ça très, très vite. Je jouais avec ma fille en maternelle. Et puis, ben, il faut que tu anticipes parce que selon où tu vas déplacer ta tour, l'autre pourrait jouer quelque chose qui te ferait perdre. Donc, c'est vraiment génial. Et là, on fait des tournois avec ces jeux-là après. Puis, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils développent ces aptitudes-là à travers ces jeux-là. Et puis, la dernière chose qui est un gros coup de cœur aussi, puis je pense que je vais m'embarquer prochainement dans ce réseau de mathématiques-là. Oui, j'ai bien dit un réseau de mathématiques concret qui fait du sens. Tout à l'heure, tu en parlais, Sylvain, faire du sens avec des maths. C'est la planification d'une sortie en famille.
Donc, je demande à mes élèves d'aller chercher les infos nécessaires. Puis évidemment, je donne certaines consignes pour leur faciliter la tâche puis être collés avec les notions qu'on a vues puis leur niveau de compétence aussi. Mais ils doivent décider où ils vont aller. Et ils doivent vérifier sur les sites Internet combien ça coûte pour un billet adulte, combien ça coûte pour un billet enfant, me faire un tableau avec c'est qui vient avec eux, c'est quoi les coûts pour chacun, m'arrondir tout ça aux besoins également pour avoir des chiffrons ensuite. Ensuite de ça, on peut même avec Google Maps aller chercher la distance entre chez eux puis la place, puis arrondir approximativement le coût pour l'essence et calculer tout ça, les prix des lunchs, par exemple, ajouter, il y a diverses choses qu'on peut ajouter, évidemment, là, dans nos demandes, mais ça, j'ai jamais vu des élèves s'investir de même, puis évidemment, vous connaissez, j'ai comme envoyé un petit message aux parents dans ce temps-là pour leur dire, tu sais, la sortie qu'on a organisée, tout ça, tu sais, je vous inviterai à regarder le document que les enfants ont préparé dans un réseau d'en maths, puis peut-être que si le budget qu'ils vous ont préparé vous semble acceptable, vous pourriez accepter de faire cette sortie-là avec eux. Alors, dire que tu peux convaincre tes parents de faire une sortie que tu as préparé toi-même le budget, c'est pas pire concret, je trouve. Fait que ça avait été un gros coup de cœur. Puis les parents m'auraient même envoyé pour certains des photos de leur sortie. Ils m'avaient dit « Hey, la sortie a été acceptée, etc. » Donc ça a été vraiment cool. Ah, c'est cute, ça. C'est pas cute, c'est cool, puis c'est concret. OK, c'est cool. Hey, Mathieu, en terminant. Oui, un élément que j'ai oublié de mentionner aussi tout à l'heure, un peu comme Mira, c'est la littérature jeunesse. De mon côté, c'est d'impliquer la littérature jeunesse à travers son enseignement, soit de le lire avec eux, mais aussi de leur proposer certains ouvrages de littérature jeunesse qui vont leur permettre de faire des liens avec ce qui a été vu en classe. Je le fais à chaque année sur un sujet qui est sensible, celui de la Shoah, donc l'Holocauste. Donc, les élèves, pour comprendre en fait la réalité de la Deuxième Guerre mondiale notamment, doivent avoir un enseignement en classe, une préparation nécessaire évidemment, sauf que ils ont le choix par la suite de choisir un ouvrage de littérature jeunesse, que ce soit un roman graphique ou une bande dessinée, qui vont leur permettre de développer aussi tout le côté empathique, donc une certaine empathie vis-à-vis des personnes et des victimes, je dirais, de l'Holocauste. Et ça leur permet de mieux comprendre parce que j'ai souvent des préconceptions par rapport à ce sujet. Ouais, monsieur, pourquoi ils ne sont pas sauvés? Pourquoi ils n'ont pas fait ci? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la littérature jeunesse pour pouvoir leur démontrer la réalité complexe de la société durant la Deuxième Guerre mondiale? Il n'y a rien mieux que ça. Il y a certains films, évidemment, qui permettent de le faire, mais la littérature jeunesse est vraiment une excellente porte d'entrée pour impliquer et rendre concret les apprentissages chez nos jeunes. Amen. Si important. Hey, gang, merci pour les beaux échanges. Sincèrement, c'était tranquille ce soir. On était vraiment dans les mains à la page, je trouve. On était vraiment dans le concret. J'espère que ça a donné de belles idées à la maison. J'aimerais ça qu'on prenne 2 secondes pour mentionner cependant que Intention Pédago Numérique fait partie de la grande famille Balado Pédago. Et normalement, on vous passe un petit extrait ou une infopub d'un de nos partenaires. Et j'ai oublié de présenter celle des ingénieurs pédagogiques. Donc, je m'en voudrais de ne pas les présenter. Donc, on va prendre un petit 30 secondes pour ça. Puis on va revenir pour la conclusion par la suite. Si je peux le mettre. Les ingénieurs pédagogiques, le podcast qui fait le pont entre la recherche et les pratiques en salle de classe. Dans chaque épisode, les ingénieurs pédagogiques analysent un article scientifique en éducation et explorent des façons concrètes de l'appliquer en classe. Animé par Martin Parent, conseiller pédagogique, professeur Éric Dionne de l'Université d'Ottawa et moi, Alexandre Audet, enseignant au secondaire, ce podcast offre une perspective unique et accessible pour enrichir vos pratiques éducatives. Abonnez-vous dès maintenant et laissez la recherche transformer votre pédagogie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les ingénieurs pédagogiques, toujours sur la coche, c'est vraiment à découvrir. Donc, en terminant, ma belle gang, qu'est-ce qui vous anime, anime, tout ça, là, au mois de février, là, Saint-Valentin s'en vient. Qu'est-ce qui vous allume? On commence par Marie-Hélène. Qu'est-ce qui t'allume, toi? Devinez. L'intelligence artificielle générative.
au service de l'inclusion et de l'adaptation scolaire, bien sûr. Comment ça peut être une plus-value pour nous aussi de ce côté-ci. Mais surtout, je vous dirais que ce qui m'allume par rapport à tout ça, c'est la collaboration entre collègues, les échanges, l'entraide qu'il y a entre nous pour partager cette expertise-là, pour préparer le terrain. Moi, ça me met sur le cul, comme on dit. C'est un gros wow. Oui. Si on utilise un vocabulaire plus approprié, Mira, en une phrase, qu'est-ce qui t'allume? Tu voulais être sûr, hein? Moi, ce qui m'allume ces temps-ci, c'est la mobilisation pour évaluer autrement. Il y a 2 ans, je trouvais qu'on en parlait beaucoup, puis c'était peut-être difficile de mettre tout cela sur le terrain. Et là, je sens dans diverses écoles, parce que je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, chez mes collègues, je sens vraiment un vouloir de vouloir faire différemment. Je vois des cibles atterrir au lieu des notes. Je vois beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là et j'en suis très heureuse. Voilà. Mathieu, qu'est-ce qui t'allume? Plusieurs choses. Je suis un petit peu comme Mira. Moi, en ce moment, c'est de transmettre la passion à ma stagiaire, parce que j'ai une stagiaire, un stagiaire en ce moment. Donc, j'essaie de lui transmettre un peu de ma folie, qu'elle comprenne un petit peu tous les beaux côtés de l'enseignement, même si elle voit aussi ma folie à moi, c'est-à-dire d'avoir de la difficulté à dire non. Ce qui m'allume aussi, c'est de concevoir du matériel pédagogique, que ce soit des évaluations récapitulatives, des tâches, etc., des formations. Participer à des communautés de pratique. Je vais plugger l'école en réseau parce que demain, on a une communauté de pratique sur l'enseignement de l'Holocauste à partir de littérature jeunesse. Et la semaine prochaine, on démarre une communauté de pratique, encore une fois, en collaboration avec École en réseau, sur l'intelligence artificielle. Donc, comment l'intelligence artificielle transforme notre enseignement. Donc, les inscriptions sont lancées, c'est disponible sur la page d'École en réseau. Donc, si vous êtes intéressé par l'IAG et si vous êtes intéressé à savoir comment ça transforme notre enseignement et notre profession, j'espère vous y voir la semaine prochaine. Yes. Attends, on disait de trouver une 25e heure à chaque journée, là, Mathieu, c'est exactement ça. Écoutez, moi, ce qui m'allume, là, c'est des collaborations ces temps-ci. Je collabore avec plein de gens super intéressants qui m'allument, dont vous 3, hein, vous autres aussi, vous m'allumez. Donc, merci d'être là, ma belle gang. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en direct, ceux qui vont nous écouter en différé. Je vous remercie d'avoir été là. Puis, on va se donner rendez-vous pour un 5e épisode de la 4e saison d'Intention Pédago numérique. Hey, moi, attends un petit peu, je nous lance un défi. La COPS, mi-avril, pour faire un épisode avant la COPS, gang, on est capable. Parce que, on traîne la patte cette année, là. On prend-tu un petit peu trop d'âge ou on s'en vient vieux? Qu'est-ce qui se passe? On est vieux, mais on est capable. Effectivement. Yes! Moi, je vais toujours être jeune dans mon cœur. J'ai toujours 20 ans. Ouais, merci, on ne peut pas finir avec on est vieux, mais on est capable, s'il vous plaît. Moi, je suis pas vieille. T'as plus pour aux autres, mais moi, je suis pas vieille. Envoyez-nous des sujets et des idées de quoi vous voulez qu'on parle. OK. Hey, bonne fin de soirée. Eh ben, là.